Je refais un tout petit point sur la journée du CSE, le média web des élus CSE. En fait, depuis plus de 6 ans, on s'attache, nous, à donner de l'importance, à des thématiques particulières et des thématiques qui font vivre, la communauté des experts, la communauté des élus, pardon, CSE. On organise des webinars, on organise des actualités, tout est regroupé sur notre site internet, www.lajourneeducse.com. Et notre but, c'est de mettre en lumière des thématiques, grâce à des experts, sur des sujets qui font vivre l'entreprise. Donc, on essaye de vous apporter tous les éléments de réponse sur des thématiques fortes. Aujourd'hui, on a choisi l'entretien préalable. Comment se déroule, quel est le rôle du CSE dans cet entretien préalable. On va essayer de vous donner toutes les réponses et de vous éclairer au mieux. N'hésitez pas du coup à participer. Le but de nos échanges, sinon on aurait enregistré en amont, hein, effectivement la présentation. Le but, c'est de vous faire vivre et de vous impliquer dans ce live. Donc, posez toutes vos questions. On essaiera d'y apporter toutes les réponses. Mais voilà. Je vais laisser la parole à Laura. Je vais vous laisser vous présenter. Moi, c'est fait. Je suis donc Aymeric Desromeaux, responsable de l'animation de cette journée du CSE, de ce média web. Je suis votre point de contact. Et mon but, c'est de faire vivre cet échange avec Laura. Merci beaucoup, Aymeric. Donc, rebonjour à toutes et à tous, et bonjour pour ceux qui étaient connectés quelques minutes avant qu'on démarre. Donc, je me présente, je m'appelle Laura Champon, je suis juriste en droit social, formatrice aussi par la même occasion, spécialisée depuis quelque temps du coup dans la formation des représentants du personnel. Donc, que ce soit la formation santé, sécurité, conditions de travail, la formation économique ou d'autres formations sur d'autres thématiques, du coup, en lien avec le droit du travail. Et notre cabinet propose également des prestations d'accompagnement juridique, de conseil juridique, soit au quotidien, soit sur des actes particuliers, comme des accords d'entreprise ou des règlements intérieurs, par exemple. Voilà, donc j'ai le plaisir d'échanger avec vous durant du coup un petit peu moins d'1 heure. Donc l'objectif étant, voilà, dans un premier temps, de vous présenter en fait qu'est-ce que l'entretien préalable, à quoi ça sert, puisque c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie d'un salarié en général. Puis après, on pourra échanger du coup sur des petits conseils, des postures, des choses à faire, à ne pas faire si on est désigné en tant qu'assistant justement du salarié à l'occasion de l'entretien préalable. Et bien évidemment, du coup, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions, que ce soit durant ce webinaire, soit par la suite par écrit. J'ai mis un premier sondage, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet. On avait vu ça ensemble avec Laura. Vous pouvez répondre dans l'onglet sondage dédié. Avez-vous déjà participé ou assisté à un entretien préalable? C'est assez partagé. Majorité quand même, on a plus de 50% sur du non, effectivement, jamais assisté à un entretien préalable. Mais c'est une thématique qui est quand même connue. On a presque 40% de personnes qui ont déjà assisté ou participé à un entretien préalable. Donc, on va faire découvrir cette thématique à beaucoup de gens, mais ça viendra aussi étayer la connaissance des autres. Donc, on est dans le vrai. Oui, alors effectivement, donc quand on parle d'entretien avec l'employeur, on peut avoir en tête plusieurs entretiens, des entretiens d'évaluation, des entretiens par exemple de fin d'année. Il y a le fameux entretien professionnel qui existe, qui a fait l'objet de beaucoup de reports suite à la crise sanitaire. Aujourd'hui, donc, on va se focaliser sur l'entretien préalable. Donc, qu'est-ce que c'est, dans quel cas il doit avoir lieu et quel est son objet, sa finalité et qu'est-ce que l'assistant peut faire justement pour accompagner au mieux le salarié à l'occasion de cet événement. Donc, du coup, sur l'entretien préalable. Donc, il faut savoir que c'est un type d'entretien bien particulier qui est codifié dans le Code du travail, contrairement à d'autres entretiens qu'on peut avoir. Hein. Il faut savoir que d'office, l'assistance du salarié n'est pas prévue pour tous les entretiens qui peuvent avoir lieu au cours d'une relation, dans le cadre de la relation de travail. Pour l'entretien préalable, l'assistance est prévue par le Code du travail, elle est bien réglementée par ailleurs. Dans les autres cas, malheureusement, l'assistance n'est pas automatique et elle doit faire l'objet d'un accord entre le salarié et l'employeur. Qui n'est pas obligé forcément d'accepter.
Qui n'est pas obligé d'accepter, qui plus est. Oui, effectivement. Alors, du coup, maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir à quelles occasions le salarié peut se faire assister pour un entretien préalable. Donc, en fait, il existe plusieurs types d'entretiens préalables. Ça, c'est très important de le comprendre. Il y a l'entretien préalable à sanction disciplinaire qu'on verra donc en détail. Il y a l'entretien préalable à licenciement également. Et enfin, une assistance qui est moins courante, mais toutefois qui pourrait être utile également, c'est l'entretien en vue de conclure une rupture conventionnelle. Bien que la rupture conventionnelle soit moins réglementée qu'une procédure de licenciement, par exemple, il est toutefois à noter qu'il y a un entretien, à minima un entretien qui est obligatoire, et au cours de cet entretien, le salarié peut se faire assister. En général, il n'y a pas de réelle problématique, puisque la rupture conventionnelle, c'est la rupture d'un commun accord, mais l'assistance du coup du salarié pourrait être utile, notamment pour négocier éventuellement le montant de l'indemnité de rupture ou encore la date de la rupture du contrat de travail, puisque dans ce cas, elle est convenue d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Et quels sont les motifs qui permettent à l'employeur d'engager une procédure de licenciement et donc de convoquer le salarié? Oui, alors, il existe, du coup, quand on parle de licenciement, en général, j'entends souvent pour abandon de poste ou autre. Il existe en réalité 3 grands motifs de licenciement qu'il est très important de cerner. Donc, dans chaque grand motif, bien évidemment, il y a des sous-motifs. Donc, il y a pour commencer le motif disciplinaire, d'accord? Donc, un licenciement disciplinaire qui va être un licenciement pour faute. Attention, dans le cadre de ce motif, on recense 3 types de fautes, d'accord? Donc, il y a la faute simple qui, du coup, entraîne le versement de l'indemnité de licenciement et l'exécution d'un préavis. Il y a la faute grave qui, par définition, est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant le temps du préavis. Donc, ça justifie son éviction immédiate dès que le licenciement est notifié. Le salarié, du coup, n'a droit ni à son indemnité de licenciement, ni à l'exécution de son préavis, et ni à l'indemnité de préavis, bien évidemment. Et enfin, il y a la faute lourde. Alors, la faute lourde, malgré les préjugés qu'on peut avoir, par exemple, un vol n'est pas nécessairement une faute lourde, d'accord? Ou une faute avec des conséquences considérables pour l'entreprise ne constitue pas nécessairement une faute lourde. La faute lourde, c'est une faute qui est grave, mais qui est en plus commise avec l'intention de nuire à l'employeur. Voilà. Pour la petite anecdote, il y a une jurisprudence qui dit très clairement que le salarié qui a eu un différend avec son employeur au sujet de date de congé payé, il travaillait dans une imprimerie, qui a pris un pot de confiture et qui l'a vidé du coup dans une imprimante volontairement pour détériorer l'imprimante, avait commis une faute lourde. Voilà, par exemple. En revanche, le vol, typiquement, même d'une grosse somme d'argent, peut ne pas constituer une faute lourde. Donc ça, c'est assez important, puisque la faute lourde, elle prive de l'indemnité de licenciement, du préavis, mais aussi de la portabilité à la mutuelle. Voilà. Et il faut savoir que le salarié peut engager sa responsabilité pécuniaire également. Voilà. Alors, on a je me permets une question. Lors d'un entretien de rupture conventionnelle, la présence d'un membre du CSE peut être refusée par la direction. Alors non, puisque dans ce cas, l'assistance est prévue par le Code du travail. Donc, l'employeur n'a pas à refuser l'assistance du salarié. Okay. Voilà. Par rapport au type de faute, qui va déterminer si c'est du disciplinaire, si c'est de l'économique? Enfin, si c'est une faute grave, une faute lourde, pardon. Oui, alors, c'est l'employeur. C'est à l'employeur que revient en fait justement ce pouvoir disciplinaire. Donc c'est lui qui apprécie le degré de gravité de la faute ainsi que la sanction à prononcer. Néanmoins, on va le voir à l'occasion de ce webinaire que la faute en fait peut être modulée selon certains critères, certaines circonstances, comme par exemple l'ancienneté et le passif disciplinaire. Ouais. Donc pour une même faute réalisée, 2 salariés pourraient être sanctionnés différemment, puisqu'il y a des éléments, on appelle ça des circonstances comme au pénal, atténuantes ou aggravantes. Donc ça, c'est pour le motif disciplinaire. On a ensuite le
économique, d'accord? Donc, le motif économique, il est défini très strictement par le Code du travail, d'accord? C'est l'entreprise qui subit des difficultés économiques, par exemple, ou des mutations technologiques, et cet événement-là a une conséquence sur l'emploi. Ça peut être une suppression de l'emploi, comme par exemple, un exemple que tout le monde peut comprendre, c'est l'arrivée des caisses automatiques, par exemple, hein. Donc, ça peut entraîner une transformation, une suppression d'emploi. Et l'employeur peut être amené à envisager le licenciement du salarié sur ce motif-là. Et le dernier, c'est le motif personnel. Donc, j'aime bien préciser que c'est un peu le fourre-tout, c'est tout ce qui n'est ni disciplinaire ni économique. On peut y retrouver, par exemple, l'inaptitude ou sur des motifs un peu plus risqués, l'incompatibilité d'humeur, par exemple. Voilà, donc un motif personnel, c'est un motif qui est inhérent quand même à la personne du salarié, contrairement au motif économique qui, lui, n'est pas du tout inhérent à la personne du salarié. Il y avait eu une autre question du coup que je n'avais pas vue, c'est est-ce que l'employeur est obligé de préciser au salarié qu'il peut se faire assister? Oui, on va le voir, ça doit être obligatoirement précisé dans la lettre de convocation, effectivement. Donc, on a vu du coup les motifs de licenciement, donc les motifs qui pourraient amener l'employeur justement à convoquer le salarié à un entretien préalable à licenciement, mais il y a aussi l'entretien préalable à sanction disciplinaire, donc, qui est la deuxième catégorie d'entretien préalable. Donc, par rapport à ça, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de sanctions disciplinaires. On y retrouve très classiquement, mais encore une fois, ce n'est pas généralisé, on peut en trouver d'autres. Le rappel à l'ordre, l'avertissement, la mise à pied disciplinaire. On a la rétrogradation qui consiste à sous-qualifier le salarié, d'accord? La mutation qui consiste à muter le salarié et le licenciement. Voilà. On peut trouver d'autres types de sanctions, sachant que l'échelle des sanctions est définie soit par la convention collective de l'entreprise, soit par le règlement intérieur. Donc ça, c'est très important aussi, en tant qu'assistant, d'aller vérifier l'échelle des sanctions qui est applicable au sein de l'entreprise. Sur l'entretien préalable, il faut savoir qu'il est obligatoire également, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou un rappel à l'ordre, par exemple, c'est-à-dire une sanction qui n'aura pas de conséquences, du coup, sur l'avenir professionnel du salarié au sein de l'entreprise. Ok. Et donc, dans les cas où l'assistance du salarié elle est légalement prévue, qui va ou qui peut assister le salarié? Alors, le Code du travail, du coup, prévoit 3 types, j'ai envie de dire, de personnes qui peuvent devenir assistantes du salarié. En fait, il faut distinguer selon que l'entreprise dispose ou non d'un CSE. Pour les entreprises qui ont un CSE, peuvent être assistants du salarié, tout salarié de l'entreprise, qu'il soit ou non membre du CSE. Et parmi les membres du CSE, on peut avoir tant un titulaire qu'un suppléant. Attention, c'est-à-dire qu'en présence d'un CSE, le salarié qui est convoqué à l'entretien préalable n'a pas l'obligation de se tourner vers un membre du CSE. Il peut se tourner vers tout autre salarié. En pratique, les salariés ont quand même tendance à se tourner vers les membres du CSE puisqu'ils savent que ce sont quand même les personnes les mieux placées pour les accompagner au mieux. En revanche, dans les... Oui, pardon. Non, ce sont les représentants du personnel, en fait, c'est pour ça. D'autant plus après ce webinaire. Et donc, pour les entreprises qui ne disposent pas d'un CSE, le salarié peut se faire assister soit par un autre salarié de l'entreprise, soit par une personne extérieure à l'entreprise qu'on appelle conseiller du salarié. Il faut savoir que la liste est fixée par le préfet de région, d'accord? Elle est renouvelée tous les 4 ans. D'ailleurs, on part sur un nouveau cycle en 2023, pour votre information. Et la liste est consultable soit en mairie, soit à l'inspection du travail. Petite précision, l'employeur a l'obligation, dans la lettre de convocation, de mentionner les adresses précises où le salarié peut aller consulter cette liste. D'accord. J'ai vu Thierry qui disait ou les DS, donc je pense les délégués syndicaux, c'est possible aussi? Oui, tout à fait, tout à fait. Effectivement, désolée, c'était sur l'onglet chat. Donc, les délégués syndicaux
peuvent tout à fait. Alors, ce ne sera pas en votre qualité de délégué syndical que vous assisterez le salarié à l'entretien préalable, mais en votre qualité de salarié. Bien évidemment, compte tenu des connaissances et de l'expérience que vous avez, vous pouvez accompagner au mieux le salarié à l'entretien préalable. Il y a une question. Donc, si le salarié participant à l'entretien préalable ne fait pas partie du CSE, est-ce que le CSE doit être mis au courant des entretiens préalables qui ont eu lieu? Alors, malheureusement, non. Ce n'est pas un cas d'information, de consultation obligatoire tel que prévu par le Code du travail, puisqu'en fait, le Code du travail ne prévoit la consultation du CSE que s'il y a un avis d'inaptitude, en fait, avec du coup éventuellement une impossibilité de reclassement qui amènerait au licenciement. Sinon, le CSE n'a pas le moyen d'être informé des entretiens préalables qui sont menés. Du coup, le salarié, est-ce qu'il doit être averti qu'il est convoqué à un entretien préalable? Oui, tout à fait. Du coup, vous l'aurez deviné, l'employeur, lorsqu'il lance du coup soit une procédure disciplinaire pour notifier une sanction disciplinaire, soit une procédure de licenciement, que ce soit pour motif du coup disciplinaire, personnel ou économique, il a l'obligation de convoquer le salarié à l'entretien préalable. La convocation, elle doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge. La convocation, elle est régie également par le Code du travail qui dispose qu'elle doit contenir l'objet de l'entretien, donc entretien préalable à sanction disciplinaire, par exemple, entretien préalable à licenciement pour motif économique, etc. La date, l'heure et le lieu de l'entretien préalable, bien évidemment. La possibilité pour le salarié de se faire assister, et attention, c'est une cause d'irrégularité de la procédure s'il n'y a pas cette mention. En revanche, et c'est ça qui complexifie un petit peu le rôle de l'assistant, c'est que l'employeur n'a pas l'obligation, dans la convocation, de détailler, de mentionner les faits qui l'amènent du coup à envisager une procédure disciplinaire ou une procédure de licenciement. Donc, il y a des fois où, malheureusement, on va à un entretien préalable, mais on ne sait pas trop ce qui va se dire, ce qui peut, un petit peu complexifier la préparation du dossier. Et ça, on en parlera. Oui, ça peut amener un flou, effectivement, dans la préparation. C'est ça, voilà. Et surtout si le salarié lui-même n'a aucune idée de ce qu'on peut lui dire à l'occasion de cet entretien. Oui, ça Effectivement. peut arriver. Est-ce que le salarié concerné par cet entretien ne soit pas au courant ou n'imagine pas encore les motifs? Oui, particulièrement pour un cas de licenciement pour motif économique, par exemple, ça peut être extrêmement délicat. Alors, le CSE, en général, doit être informé, consulté en amont s'il y a des difficultés économiques, etc. Mais si c'est un salarié de l'entreprise qui n'est pas membre du CSE, par exemple, ça peut être extrêmement délicat, du coup, d'assister le salarié sans savoir en amont pourquoi on est convoqué. Oui, au niveau des réunions préparatoires et du travail en amont. Ouais. C'est ça. Et combien de temps avant l'entretien, le salarié il doit être averti? Oui, alors ici aussi, le Code du travail pose un délai strict. C'est 5 jours ouvrables. Attention, c'est entre la réception ou la première présentation de la lettre de convocation. Donc, ce n'est pas 5 jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la lettre de convocation. Et la date prévue pour l'entretien préalable. De même, ça, il faut, en tant qu'assistant, on peut également faire porter une attention particulière. Si le délai expire un samedi, il faut savoir qu'il est prorogé, on dit, jusqu'au premier jour ouvrable suivant. C'est-à-dire qu'en fait, il est prorogé jusqu'au lundi soir. Donc, si le délai expire un samedi soir, en pratique, l'entretien pourra avoir lieu plus tôt que le mardi. Et ça, on a beaucoup de jurisprudence sur le sujet, puisque effectivement, souvent les employeurs pensent que du coup, ils peuvent convoquer pour le lundi. Mais dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, le salarié, il est convoqué, il se rend à l'entretien préalable le jour J. Quelles sont les étapes par la suite, les étapes de l'entretien? Oui. Alors, l'entretien préalable, depuis tout à l'heure, je vous parle, je vous dis, voilà, justement, les dispositions légales, les mentions de la lettre de convocation. Mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas répondu à une question qui est primordiale. C'est à quoi sert l'entretien préalable, en fait? Est-ce que c'est juste une formalité pour dire, on respecte le Code du travail, ou est-ce qu'il y a un réel intérêt derrière? Il y a un réel intérêt dans l'entretien préalable, puisque, en fait, l'entretien préalable, c'est l'occasion pour l'employeur et le salarié d'échanger
s'interroger justement soit sur le motif de licenciement qui est envisagé, soit sur les faits qui sont reprochés lorsqu'il s'agit du coup d'une procédure par exemple disciplinaire. Donc en fait, l'employeur a l'obligation durant l'entretien préalable d'évoquer toutes les raisons, tous les motifs qui le conduisent à envisager sa procédure de licenciement ou sa procédure disciplinaire. Et le salarié doit absolument, impérativement avoir l'occasion de se défendre, de donner sa version, soit sa version des faits, soit de contester les motifs qui sont évoqués. Donc l'objectif premier, c'est un réel échange pour que l'employeur puisse prendre sa décision en fait en toute connaissance de cause. Est-ce que Alors, d'ailleurs la oui. notification de la sanction, elle est faite tout de suite à l'issue de l'entretien? Non, pas du tout. Il y a justement un délai qui est encore une fois instauré par le code du travail minimum et un délai maximum en général pour notifier soit le licenciement, soit la sanction disciplinaire. Donc, ça diffère selon le type de procédure qui est envisagé. Hein. Dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, du coup, le licenciement doit être notifié au plus tôt 2 jours ouvrables après l'entretien, d'accord? Mais ici, on n'a pas de délai maximal. Attention, on a eu sur ce point des jurisprudences qui ont considéré que la notification du licenciement 6 ou 7 mois plus tard était trop tardive et rendait donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne faut pas oublier, avoir à l'esprit que tout licenciement ou toute sanction disciplinaire doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Justement, quand on notifie beaucoup trop tard, on imagine que l'objet a sûrement disparu. Dans le cadre d'une sanction disciplinaire, du coup, pouvant aller jusqu'au licenciement, pour rappel, soit pour faute simple, pour faute grave ou pour faute lourde, il y a un délai minimum de 2 jours ouvrables après l'entretien et maximum 1 mois après l'entretien. Et dans le cadre des licenciements pour motif économique, c'est assez complexe, ça dépend des procédures qui sont menées, si on envisage plus ou moins de 10 licenciements sur 30 jours, si l'entreprise a plus ou moins de 50 salariés, etc., etc. Mais on a un délai qui est compris entre 7 jours après l'entretien préalable et 30 jours après la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative et à l'inspection du travail. Alors, on a eu 2 autres questions. Je pense qu'on va la traiter juste après. La question d'Anne-Rose, l'assistant du salarié a-t-il le droit à la parole? Oui. On va le voir juste après, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il me semble. Là, il y avait juste simplement, en fait, qu'est-ce que contient la notification du licenciement ou de la sanction? Oui, alors effectivement, sur ce point, on a également le Code du travail qui réglemente la notification. Il faut savoir qu'il y a des modèles aussi qui ont été mis à disposition suite à la publication des ordonnances Macron en 2017. Il y a des mentions qui sont obligatoires dans certains cas particuliers. Par exemple, quand on parle de licenciement pour motif économique, il y a des mentions spécifiques. Mais la lettre doit obligatoirement, alors ça c'est une condition du coup comme on aime dire dans mon domaine sine qua non, elle doit obligatoirement contenir du coup l'énoncé des motifs qui ont justifié justement la décision de sanctionner ou de licencier. D'accord? Attention sur ce point, et ça c'est pareil, ce sera une des missions de l'assistant, de vérifier que les motifs inscrits dans la lettre de licenciement doivent avoir été abordés au cours de l'entretien préalable. L'employeur ne peut pas se fonder sur des motifs qui n'ont pas été évoqués au cours de l'entretien préalable et du coup pour lesquels le salarié n'a pas pu se défendre. Voilà. On arrive, souvent, c'est déjà arrivé qu'on a un entretien préalable. Par exemple, je vous dis un exemple, le mardi. Du coup, le licenciement ne peut être notifié que le vendredi, 2 jours ouvrables, mercredi, jeudi. Et dans ce laps de temps, admettons, le salarié commet une nouvelle faute. Voilà, il arrive en retard ou il fait un abandon de poste. L'employeur ne peut pas se servir des faits qui se sont produits entre le mardi et le vendredi pour les ajouter à sa notification. S'il veut pouvoir les invoquer à l'appui de sa sanction ou de son licenciement, il doit convoquer à nouveau le salarié à l'entretien préalable et évoquer ces faits avec lui. Donc, ça repousse encore la procédure. Donc, ça, c'est très important pour l'assistant, du coup, après coup, mais ça, on le verra, de bien faire justement un comparatif entre ce qui a été dit à l'entretien préalable et ce qui est notifié. Il est dit que
les sanctions ne peuvent pas porter sur tout ce qui s'est passé sur les 2 jours ouvrables et qui doit être convoqué à un nouvel entretien? Est-ce qu'il y a un nombre maximum d'entretiens? Ou Non, c'est pas il y a non, effectivement, on pourrait convoquer les salariés à l'entretien préalable, bon, c'est pas une joie, hein, mais Non. en revanche, attention, il y a, le délai de prescription des faits fautifs. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où l'employeur a connaissance d'un fait fautif, il a 2 mois pour le sanctionner et ce D'accord. délai, il a des points de départ différents. À partir de la connaissance des faits, j'ai 2 mois pour sanctionner. Mais à partir du moment où j'ai convoqué à l'entretien préalable, du coup, on l'a vu, j'ai 1 mois pour notifier la sanction disciplinaire. Mmh. Donc au final, enfin, pour peut-être un nouveau fait fautif, ça peut se faire, mais l'employeur ne pourrait pas convoquer le salarié en gros tous les 4 matins pour alourdir son dossier disciplinaire. On va leur dire ça. Ouais. On a Voilà. commencé à parler enfin, vous avez commencé à parler des missions du coup. Mmh. Donc c'est quoi les véritables assistants avant l'entretien préalable? Oui. Alors, juste avant, on a eu alors une petite question: est-ce que le Oui. CSE doit systématiquement être informé d'un licenciement, quel que soit le motif? Non. Malheureusement, c'est idem aussi, ici. Les licenciements prononcés ne font pas partie des cas d'information et de consultation, du coup, obligatoires du CSE. Néanmoins, selon l'effectif de votre entreprise, vous pouvez essayer de deviner un petit nombre parce que dès lors que l'entreprise dépasse plus de 300 salariés, l'employeur doit donner des informations trimestrielles du coup sur l'effectif, donc le nombre d'entrées, de sorties, etc. Mais hormis du coup le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ou les licenciements pour motif économique, où là il y a une consultation, oui, du CSE, les autres licenciements, ou, excusez-moi, j'ai oublié une dernière catégorie, le licenciement d'un représentant du personnel, qui est du coup les membres du CSE ont un statut de salarié protégé, tout comme les délégués syndicaux. Hein, voilà. Hormis ces 3 cas, où du coup le CSE a une information et est consulté sur le sujet, malheureusement, vous n'avez pas accès à ces informations. D'accord. Ensuite, alors dans le cas contraire, quel est le recours? Alors j'imagine que ça avait été posé quand on parlait des motifs qui n'étaient pas tous évoqués dans la lettre de licenciement. Si je ne me trompe pas, si c'est bien ça, le salarié pourrait contester du coup la légitimité de son licenciement devant le conseil de prud'homme. Et l'assistant, on va le voir, pourrait éventuellement lui apporter une aide. Et du coup, est-ce que l'assistant doit rédiger un compte rendu? Donc ça, on va le voir juste après. On Très était du coup bien. aux missions. C'est ça. Alors du coup, maintenant, on a 3 temps, en fait. On a l'émission de l'assistant avant l'entretien préalable, d'accord? Donc, qu'est-ce que peut faire l'assistant? Je ne dis pas qu'est-ce que doit faire l'assistant parce que le rôle de l'assistant n'est pas régi par le Code du travail, d'accord? On n'a pas d'article qui nous disent précisément, ben, l'assistant doit faire ça, etc. Donc, c'est issu de la pratique, en fait, et du retour d'expérience qu'on a pu avoir. Donc, il y a le rôle avant l'entretien préalable, pendant l'entretien préalable et après l'entretien préalable. Et on va voir aussi, bien sûr, quelles sont les limites à ce rôle. Donc, pour commencer, avant l'entretien préalable, comme on a pu en discuter quelques minutes avant, l'assistant et le salarié peuvent du coup préparer la défense du salarié. Alors, on l'a vu, le salarié reçoit sa convocation, hein, voilà, convocation à un entretien préalable, à sanction disciplinaire, par exemple. Donc, une des missions de l'assistant, ce sera d'échanger avec le salarié, de dire, voilà, est-ce que vous pensez avoir commis une faute dernièrement? Si oui, quelle date? À quelle date aussi, c'est très important, puisqu'on a vu que l'employeur avait 2 mois pour sanctionner un fait fautif, hein, à partir de la connaissance des faits. Si c'est un licenciement, je ne sais pas moi, pour motif personnel, je vais prendre par exemple incompatibilité d'humeur. Bon, c'est un motif qui est très contesté, mais bon, voilà. On pourrait tout simplement faire un petit débrief sur les relations de travail entre collègues de travail, comment ça se passe, est-ce que ça paralyse vraiment le fonctionnement de l'entreprise, etc. On peut aussi aider le salarié à recueillir des témoignages. Bref, vous l'avez compris, on va essayer de comprendre pourquoi le salarié est convoqué et du coup de l'aider justement à trouver des arguments sur tout ce qui peut être évoqué lors de l'entretien préalable. Attention, comme on l'a vu,
cette mission peut être particulièrement difficile, notamment parce que l'employeur n'a pas l'obligation de préciser les motifs qui le conduisent à convoquer le salarié à l'entretien préalable dans la lettre de convocation. Donc, vous pouvez avoir un jour un salarié qui vient vous voir, qui vous dit ben voilà, je suis convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire, mais je n'ai aucune idée de ce qui m'est reproché, par exemple. Donc là, il va falloir essayer de fouiller un petit peu, de demander au salarié s'il s'est passé quelque chose, sachant que les faits peuvent remonter du coup jusqu'à 2 mois en arrière. Hein. Donc bon, essayer de rafraîchir un peu la mémoire. On peut inviter le salarié à se rapprocher, pourquoi pas, de ses collègues de travail, de ses supérieurs hiérarchiques, pour essayer de voir si à un moment donné, il y a eu quelque chose. Hein. Sinon, j'ai envie de vous dire, il faudra faire de l'improvisation à l'instant T. Et Voilà. allez Mais demander à l'employeur, avant l'entretien préalable, de lui donner ses raisons. L'employeur n'est pas tenu de le faire c'est une à très l'oral. bonne question. Oui, c'est une très très bonne question. On pourrait demander à l'employeur, mais l'employeur n'a aucune obligation de fournir les motifs avant l'entretien. Oui, effectivement. Donc, parfois, on découvre les motifs du coup lors de l'entretien préalable, mais on va le voir. Il ne faut pas se laisser décourager pour autant parce qu'on peut tout à fait aider le salarié et l'assister même si on n'a pas connaissance des raisons pour lesquelles il est convoqué en amont. Il n'y a pas de souci. Avant l'entretien préalable, l'assistant, il peut aussi du coup informer le salarié sur le déroulement de la procédure, voilà, lui expliquer comment ça va se passer. Il ne faut pas oublier qu'en général, les salariés sont un petit peu paniqués lorsqu'ils sont convoqués, d'accord? Ils ne savent pas trop quel impact ça va avoir sur leur avenir au sein de l'entreprise, ni comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir 10 personnes devant moi ou voilà. Donc l'objectif aussi pour l'assistant, c'est d'expliquer comment va se dérouler la procédure et qu'est-ce que vous allez faire également. Voilà. On peut aussi du coup détailler aux salariés ses droits et notamment l'un des droits les plus importants, ça va être oui, vous avez le droit à la parole lors de l'entretien préalable pour vous expliquer avec l'employeur sur les faits qui sont évoqués. Donc ça, il faut bien insister sur ce point-là. L'assistant peut aussi vérifier, du coup, alors c'est très procédurier, hein, je conçois, mais parfois, il faut avoir en tête que ça peut faire échouer une procédure de licenciement, de sanction disciplinaire. Voilà. Donc l'assistant peut vérifier le respect de la procédure. Est-ce que le salarié a été convoqué en bonne et due forme, dans les délais? Est-ce qu'il y a toutes les mentions obligatoires, etc. Et enfin, après, ça, c'est de la recherche un peu juridique. Ça dépend à quel point vous voulez vous impliquer dans cette assistance. Hein. Mais si le salarié a une idée des raisons pour lesquelles il est convoqué, vous pouvez essayer de faire un peu des recherches pour essayer de prendre des précédents jurisprudentiels, par exemple. Voilà, le but étant d'arriver à l'entretien avec le maximum d'éléments possibles. On parle de tout ce qu'il est possible de faire et tout ce que peut faire l'assistant du personnel dans cette dans cette procédure-là. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une procédure avec harcèlement sexuel et agissement sexiste, est-ce que Oui. le représentant du personnel peut refuser? Est-ce qu'on peut refuser tout simplement en fait d'assister à un salarié? C'est une très très bonne question et c'est une question que j'ai souvent en formation aussi. Voilà, est-ce que je peux refuser d'assister le salarié lors de l'entretien préalable? Alors, la réponse, elle n'est pas inscrite dans le code du travail. Comme je vous ai dit, le rôle de l'assistant, ses missions, son statut ne sont pas du tout codifiés. En revanche, oui, il est comme le silence permet aussi de faire certaines choses, il est tout à fait possible de refuser d'assister le salarié à l'entretien préalable, soit parce que vous pensez qu'il y a un trop grand conflit d'intérêts aussi, voilà, parce que, je ne sais pas, c'est votre collègue de travail, que vous pensez ne pas être impartial, par exemple, ou tout simplement parce que aussi les faits reprochés aux salariés vous empêchent justement d'avoir cette impartialité. Voilà, parce que en tant qu'assistant, vous devez être impartial malgré tout. Donc, si vous pensez qu'il y a un élément qui vous empêche du coup d'avoir cette impartialité-là, vous pouvez tout à fait refuser du coup d'assister le salarié. La moindre des choses, quand même, c'est de le tourner vers un de vos collègues, hein, voilà, de pas non plus le laisser tout seul. Ou sinon, vous pouvez aussi avoir en tête que assister un salarié,
ça peut aussi se résumer à vérifier que la procédure est bien respectée et pas aller au-delà aussi. C'est à vous de choisir à quel degré vous vous impliquez justement dans cette procédure-là. En soi, nous, l'esprit dans le code du travail, quand on a dit que le salarié pouvait être assisté, c'est avoir quelqu'un du coup à côté de nous déjà pour avoir ce soutien parfois un peu psychologique, voilà, mais aussi vérifier que la procédure est bien respectée. On peut faire le comparatif en droit pénal avec les droits de la défense, tout simplement. Voilà, c'est pas parce qu'on a commis une faute qu'on n'a pas le droit d'avoir un entretien préalable en bonne et due forme avec son employeur pour en discuter. Donc voilà, en tant que membre du CSE aussi, faut avoir en tête que voilà, vous avez été élu pour représenter du coup les intérêts collectifs des salariés auprès de la direction, que vous êtes aussi la parole de ces derniers. Donc c'est à vous de choisir. Voilà, c'est à vous de choisir si vous souhaitez ou pas assister, tout en retenant que l'assistance peut se limiter justement juste à vérifier que la procédure est bien respectée. Alors, on a eu du coup. Moi, j'ai peur je préfère vous couper. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'aller au bout Ok, si on allez. toutes les réponses. En fait, on Ça va voir marche. si on aura le temps parce que les questions sont très intéressantes, mais j'ai peur qu'on n'ait pas forcément le temps de toutes les traiter. Il y a pas de Moi, souci. j'en avais une autre qui permet de faire le fil avec la suite. Est-ce que l'employeur peut lui aussi se faire assister? Oui. Alors, du coup, l'assistance de l'employeur, elle est réglementée elle aussi. L'employeur ne peut être assisté que si le salarié lui-même assisté, d'accord? Pour ne pas créer un déséquilibre dans un éventuel rapport de force. Attention, l'employeur ne peut être assisté que par une personne interne à l'entreprise. L'employeur ne peut pas être assisté de son conseiller juridique, de son expert comptable ou autre. D'accord? Il y a des cas très très spécifiques, mais je ne rentrerai pas dans le détail, où ils peuvent être assistés par des personnes de la branche, mais voilà. De même, si l'employeur peut se faire assister, c'est à la condition que cette présence, la présence de cette autre personne, du coup de l'assistant de l'employeur, ne gêne pas le déroulé de l'entretien préalable et n'empêche pas le salarié de s'exprimer aussi librement. Encore une fois, j'insiste vraiment sur ce point, mais l'entretien préalable, c'est l'occasion pour l'employeur et le salarié d'échanger. Donc, s'il y a un rapport de force qui fait que le salarié ne peut pas parler parce qu'on a les deux personnes côté direction qui monopolisent en fait la parole, la présence de cet assistant côté employeur pourrait constituer une irrégularité. Voilà. Donc, nous, si on est assistant du salarié, on peut du coup vérifier que la présence de l'assistant de l'employeur est utile, d'accord, et qu'elle ne gêne pas le déroulé de l'entretien préalable. Et du coup, il y a des questions dans le chat et c'était la question que j'avais juste après. C'était effectivement, est-ce que l'assistant du salarié peut prendre la parole et intervenir directement? Oui, alors, du coup, l'assistant, son rôle lors de l'entretien préalable, c'est de faciliter le dialogue et de s'assurer que l'objet de l'entretien est bien respecté. Encore une fois, l'objet de l'entretien étant l'échange entre l'employeur et le salarié. Donc, l'assistant pourrait tout à fait intervenir pour recadrer un petit peu l'échange, pour se permettre aussi de dire, par exemple, à l'employeur que le salarié aimerait bien s'exprimer sur ce point, ou pour signaler à l'employeur que le salarié ne s'est pas encore exprimé sur les faits qui sont évoqués. En revanche, attention, mais ça on fera un petit point à la fin, l'assistant ne parle pas en lieu et place du salarié lors de l'entretien préalable. C'est le salarié qui parle. L'assistant, il est là juste pour assister, appuyer. Il ne parle pas, c'est pas son avocat, si vous préférez, d'accord? Il ne parle pas au nom et pour le compte du salarié. Et son rôle s'arrête directement à la fin de l'entretien ou il a un rôle qui suit ensuite? Alors, du coup, l'assistant, son rôle, normalement, c'est assister le salarié à l'entretien préalable. On pourrait aller un petit peu plus loin, du coup, en vérifiant pour le coup, que la notification du licenciement ou de la sanction disciplinaire est régulière. Donc, régulière, ça veut dire, comme on l'a vu, notifier dans les délais minima et maxima, d'accord, précisé par le Code du travail, et qui comporte l'énoncé des motifs, du coup, qui ont été évoqués au cours de l'entretien préalable. Après, attention, ça s'arrête ici.
l'assistant n'a pas pour rôle d'orienter le salarié justement en lui disant pour moi c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement nul, donc il faut absolument que tu ailles au prud'homme ou autre. Il n'est pas là pour contester la réalité du motif qui est évoqué à l'appui de la sanction du licenciement. Lui, il est là pour vérifier que la procédure est bien régulière. Ça va plus loin si, par exemple, le salarié décide d'engager une action contentieuse. Oui. Est-ce que l'assistant, il est aussi mêlé et du coup impliqué dans cette nouvelle étape? Alors, il faut savoir que le rôle de l'assistant n'est pas prévu dans le cadre de l'action contentieuse. Normalement, une fois que la procédure est terminée, c'est fini. L'assistant, il n'a plus à intervenir. Bien souvent, quand les assistants sont des membres du CSE, on a derrière le CSE qui peut aider le salarié à se constituer un dossier, c'est-à-dire recueillir par exemple des témoignages, aider à collecter des pièces en vue d'une action contentieuse. Déjà, attention parce que le CSE ne peut pas mener une action contentieuse au nom et pour le compte d'un salarié. Contrairement à un syndicat, par exemple, il ne peut mener des actions contentieuses que pour le CSE et pour le compte du CSE lui-même, voilà. Mais il peut prolonger ce rôle d'assistance s'il le souhaite, mais ça va se limiter juste à une aide, un accompagnement à la constitution du dossier. Le salarié va se rapprocher d'un conseiller, d'un avocat, et c'est l'avocat qui ira le représenter au cours de l'action. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres limites au rôle d'assistant ? Oui, alors sur les limites du coup au rôle d'assistant, il faut savoir, donc comme je l'ai précisé, l'assistant ne peut pas prendre la parole en lieu et place du salarié au cours de l'entretien préalable, d'accord. Il ne peut pas assister à l'entretien préalable si le salarié n'y assiste pas, voilà, c'est pas son avocat, il ne le représente pas. L'assistant ne peut pas se livrer à une enquête au sein de l'entreprise, d'accord? Donc, il ne peut pas lui-même aller faire des investigations pour vérifier la véracité des motifs évoqués par l'employeur. Il ne peut pas non plus exiger de l'employeur qu'il communique, par exemple, des documents ou des preuves. D'ailleurs, le salarié à ce titre ne peut pas l'exiger non plus. Ok, il peut être tentant, je le conçois lors d'une procédure, de dire est-ce que vous avez la preuve des faits que vous évoquez, par exemple quand on parle d'une faute. L'employeur n'a pas du tout cette obligation-là de fournir cette preuve. Et c'est pas parce qu'il n'a pas fourni cette preuve que le licenciement est forcément sans cause réelle et sérieuse. Le seul moment où il aura l'obligation de la fournir, cette preuve, c'est s'il y a une action contentieuse derrière. Et de même, l'assistant ne peut pas ordonner l'annulation de la procédure, même s'il constate qu'il y a une grande irrégularité qui pourrait tout faire tomber, soit disant passant. Mais il n'a pas ce pouvoir de dire à l'employeur, maintenant, c'est simple, vous annulez la procédure. L'employeur, il continue à ses risques et périls et c'est le conseil de prud'homme qui tranchera s'il y a une action contentieuse par la suite. Okay. Voilà. Et du coup, bien sûr, ça paraît évident, mais il est quand même utile de le rappeler. L'assistant, il a une obligation de discrétion à l'égard de tout ce qu'il a pu entendre au cours de cette procédure, que ce soit au travers de ses échanges officieux avec le salarié ou au cours de l'entretien préalable. Et il est bien sûr soumis à une obligation de secret professionnel, comme tout membre du CSE. Ouais. Ça, c'est important, ça semble logique, mais pour autant, c'est important de le souligner. Oui, c'est-à-dire, du coup, je me permets juste cette précision, que le membre du CSE qui prendrait sa casquette d'assistant n'aurait ni le droit, ni l'obligation, ni le droit d'en parler aux autres membres du CSE. Voilà. Ouais. Il faut bien détacher. Je suis membre du CSE, donc je peux être assistant du salarié, mais attention, en fait, ce sont deux casquettes totalement différentes, d'accord? Si votre expérience en tant que membre du CSE vous permet peut-être d'assister au mieux le salarié, il ne faut pas qu'elles se mélangent. Voilà, c'est deux choses totalement différentes. Si je reprends un petit peu les questions, parce que là, il nous reste un petit peu de temps et il y en a eu beaucoup. Mathieu qui nous demande, peut-on trouver des informations fiables sur ces questions de droit du salarié vis-à-vis de l'employeur dans le cadre de l'entretien préalable?
Oui, alors, il faut savoir que la procédure en elle-même est dans le code du travail, d'accord? Donc, vous pouvez le trouver en cherchant dans le code du travail. Alors, je conçois que c'est pas simple d'utilisation, hein, voilà. Vous pouvez aller sur le code du travail, vous pouvez taper en mots-clés, par exemple, entretien. Vous verrez, vous aurez une section entretien préalable, vous aurez tout. Sinon, concrètement, aujourd'hui, grâce à Internet, on a des sources d'informations qui sont très riches. Attention, cependant, s'il vous plaît, aux sources d'informations. Vous avez le service public qui rédige pas mal d'articles et qui sont qui sont fiables à 100%, hein, voilà, où vous pouvez aller voir. Sinon, vous pouvez lire d'autres articles. Voilà, moi j'aime bien par exemple Édition Tissot ou Francis Lefebvre. Attention à la date de l'article aussi, parce que le droit du travail est une matière très mouvante. Quasiment tous les ans, on a une réforme. Donc, on évite les articles qui datent. Par exemple, là, on est en 2022. J'ai envie de vous dire, prenez pas des articles avant 2017, par exemple. Voilà. Et sinon, je fais la petite publicité, hein, mais on accompagne nous aussi des CSE au quotidien, du coup, hein, on prodigue des conseils juridiques. Et du coup, on peut accompagner les membres du CSE, justement, dans le cadre des entretiens préalables pour les aider à monter des dossiers, etc. etc. Il y Voilà. avait une question de Virginie, mais je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Si l'employé n'est pas assisté, doit-on en conclure que l'employeur sera seul? Oui, oui. C'est une Il, suite logique. il, il a été admis sans que le salarié soit assisté, l'assistance par l'employeur, mais d'une personne qui, par exemple, prenait des notes. Donc, c'est-à-dire que, à minima, cette personne n'aurait pas à intervenir au cours de l'entretien. Voilà. Donc, quand on a une réelle assistance de l'employeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va intervenir, non, il faut que le salarié soit assisté. OK. Par rapport au rôle de l'assistant, puisque lui, il est garant d'un respect de la conformité, et du délai de l'entretien, si cet assistant sait qu'il y a un vice de procédure? C'est la question de Paul. Est-ce qu'il doit l'évoquer durant l'entretien directement? Oui, totalement. Totalement, bien sûr. L'objectif, s'il y a un vice de procédure, c'est d'essayer de faire comprendre à l'employeur qu'il n'y aurait aucun intérêt à poursuivre cette procédure-là. Après, alors, bon, on va parler stratégie. Ça dépend de la stratégie. Parce que l'employeur, si vous dites qu'il y a un vice de procédure, c'est juste un vice de procédure qu'il suffit juste de reconvoquer le salarié en bonne et due forme. Vous prenez le risque que l'employeur abandonne celle-là, mais on recommence une autre. Voilà. Ouais. Si du coup votre stratégie c'est de vous dire on va essayer de faire tomber la sanction disciplinaire ou le licenciement, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à le faire continuer et à aller contester? Ça, il faut en parler avec le salarié en fait. C'est très important. Je pense que l'assistant qui le constate ne doit pas le soulever de lui-même. Il doit en discuter avec le salarié en amont, en fait. Voilà, lui dire, je constate qu'il y a, à mon sens, un vice de procédure. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Voilà. OK. Mais il Par peut rapport tout à à fait le dire. oui, il peut tout à fait le dire dès l'entretien, Voilà. ce qui peut y mettre fin ou Voilà, alerter sur la c'est ça. nécessité de continuer. Par rapport au rôle de l'assistant, est-ce que l'assistant, il a accès aux résultats directement ou c'est par personne interposée ou Par le salarié. c'est par le salarié? Il n'est pas Ouais. notifié, Non, l'assistant du résultat de la procédure? D'accord. pas du tout, pas du tout. Le code du travail n'a pas du tout conféré, ça aurait pu être intéressant, hein, d'ailleurs, hein, vraiment, hein, mais le code du travail n'a pas du tout conféré cette obligation à l'employeur de notifier aussi à l'assistant le résultat de la procédure. En pratique, le salarié va souvent le notifier à la personne qui l'a assisté. Puisque, comme on a dit, hein, le but étant de vérifier la régularité de la notification aussi. Pierre qui nous pose la question, est-ce que le salarié peut demander un compte-rendu ou un témoignage écrit de l'entretien? Oui, tout à fait. Alors, il est même conseillé, du coup, à l'assistant de prendre des notes au cours de l'entretien préalable. Alors, je vais peut-être faire sourire. J'ai envie de dire que dans le monde des bisounours, l'employeur signerait ce compte rendu, ce qui lui donnerait une réelle force probante. En pratique, malheureusement, peu sont les fois où j'ai constaté que l'employeur signait le compte-rendu rédigé par l'assistant. Il n'empêche que même sans qu'il soit signé par l'employeur, c'est un témoignage qui pourra servir d'appui s'il y a une éventuelle action contentieuse. Donc, c'est totalement recommandé de rédiger un compte-rendu. Attention, le compte-rendu doit être le plus neutre possible et vraiment s'en tenir aux phrases qui ont été dites.
Voilà, parce que sinon, malheureusement, parfois, je comprends, hein, quand il y a parfois un sentiment d'injustice et autres, on veut le faire ressortir dans le compte-rendu. Le problème, c'est que si le salarié engage une action contentieuse, il pourrait ne pas avoir d'utilité. En fait, les juges pourraient considérer que ça ne retranscrit pas réellement les échanges qui ont eu lieu. Une question très intéressante. Dans le cadre de l'obligation de discrétion et de secret professionnel, en cas de manquement à ça, est-ce que l'assistant peut être sanctionné? Oui. Oui. Tout à fait, tout à fait. Comme par exemple un membre du CSE, alors je le dis si vous ne le savez pas, hein, mais le membre du CSE dispose d'une certaine protection, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être sanctionné pour les faits qu'il commet à l'occasion de l'exercice de son mandat. Il n'empêche que si le membre du CSE divulgue une information qui est confidentielle, il peut être sanctionné. Ben, c'est pareil pour l'assistant, en fait. Effectivement, l'assistant pourrait être sanctionné s'il divulgue des informations. C'est un manquement général au contrat de travail, en fait. Hein. Oui, bah oui, c'est surtout inscrit dans le code du travail, c'est inscrit dans le contrat de travail. L'entretien peut-il être enregistré? Alors, il peut être enregistré si et seulement si l'employeur et le salarié sont d'accord. Et les finalités de l'enregistrement doivent être clairement évoquées en début d'enregistrement. Voilà. Okay. Donc, si vous souhaitez enregistrer pour pouvoir le produire en justice, il faut le dire. Oui, il faut être cash dès le début. Voilà, donc vous pouvez vous présenter avec le petit dictaphone. Hein. Seriez-vous d'accord à ce que nous enregistrons cette séance en vue d'une éventuelle action contentieuse Mais alors, attention, du coup, on n'enregistre jamais à l'insu des parties. Voilà. Sinon, de toute façon, ça n'aura aucune valeur s'il y a une action qui est menée. Ouais. Une question d'Anne-Rose, ça fait presque penser à des films quand les avocats demandent effectivement des temps de pause. Peut-on demander une suspension au cours de l'entretien pour s'entretenir avec le salarié? Alors, rien ne l'interdit. En revanche, rien ne l'autorise non plus. Du coup, l'employeur n'aurait pas l'obligation d'accepter. Attention, moi j'ai envie de partir sur le terrain de l'obligation de loyauté de l'employeur, c'est-à-dire que l'entretien étant justement le moment où l'employeur et le salarié échangent sur ce qui s'est passé, l'employeur qui refuserait qu'il y ait une suspension pour que le salarié puisse par exemple reprendre ses esprits, hein, parce que parfois les salariés sont totalement bouleversés au cours de l'entretien, ils n'arrivent pas à parler. Hein. Donc l'employeur, on pourrait presque lui dire, si vous refusez cette suspension de séance, en fait, vous ne respectez pas la finalité de l'entretien. Mais c'est possible de demander, c'est pas automatique que ce soit accordé, donc il faut essayer de trouver des arguments pour pousser un petit peu. Ok. C'était la dernière question. Moi, je me revois en fait dans les préparatifs qu'on a fait ensemble, Laura, où j'avais plein de questions à vous poser. Parce qu'au final, c'est une thématique, je trouve, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui nous parle tout de suite et pour laquelle on a vraiment envie d'en savoir plus. Donc, je pense que là, on a réussi à traiter toutes les questions. Moi, je vais partager effectivement également les contacts, les informations de contact de votre cabinet, le cabinet Concilium. Moi, je vous encourage, si jamais vous avez d'autres questions, si vous voulez aller plus loin, prenez contact avec Laura directement. Je vais lui laisser évidemment le mot de la fin, mais voilà, je trouve qu'on est allé loin effectivement dans cette thématique. Pour autant, c'est une thématique qui est très intéressante et qui a parlé à beaucoup de monde. Je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui ont participé, qui ont interagi avec nous. Ça a fait vivre le temps. J'espère qu'on vous a apporté tous les éléments de réponse. On arrive effectivement sur la fin. Mais en tout cas, merci à vous qui avez participé. Et puis, Laura, je vous laisse le mot de la fin avant d'avoir le plaisir de vous retrouver avec Bertrand dans quelques instants. Très bien. Alors, du coup, oui, effectivement, comme l'a fait justement Émeric, l'entretien préalable, c'est un sujet qui est riche parce qu'en fait, quand il y a un entretien préalable, c'est qu'il y a une sanction disciplinaire qui est envisagée ou un licenciement qui est envisagé. Et donc ça, je veux dire, les relations individuelles de travail sont extrêmement riches. On a beaucoup de jurisprudence. Enfin, voilà. J'espère, du coup, en l'espace de cette petite heure, qui m'a été consacrée, vous
transmis un petit peu les bases essentielles. Voilà, donc retenez bien que le rôle d'un assistant, c'est de vérifier le respect de la procédure, penser aux droits de la défense, voilà, d'être un soutien psychologique pour le salarié qui est souvent bouleversé par cette procédure qui a envisagée à son encontre. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi vous éclater, justement, aller chercher des décisions de justice et autres. Alors, soit vous souhaitez vous éclater, soit vous avez envie de travailler avec moi. Du coup, je terminerai juste pour dire voilà, qu'en plus de la formation juridique, on propose également des accompagnements pour les CSE qu'on accompagne au quotidien. Et quant à nous, c'est un vrai plaisir justement d'aider les membres du CSE qui souvent n'ont pas de formation juridique de base. Voilà, c'est un plaisir de leur donner matière pour qu'ils puissent exercer au mieux leur mission au quotidien. Et merci grandement à vous, Aymeric, de m'avoir donné l'occasion d'animer ce webinaire sur ce sujet qui est très intéressant.